Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à cette conférence dédiée à la filière biochar en France. Donc où est-ce qu'on en est aujourd'hui? Quel est l'état de développement de cette filière? Je remercie nos différents intervenants qui sont présents ici parmi nous. Je me présente, je présente notre structure. Je fais partie de l'association technique énergie environnement, donc la T2E. Nous travaillons sur le sujet de la pyrogazéification et du biochar précisément au sein de ce club et au sein avec ses différents membres et ses différents acteurs. Donc le club pyrogazéification existe depuis 2014 et je suis donc Shorouk Naitsaidi, déléguée générale du club pyrogazéification, et avec moi aujourd'hui également Dominique Hélène qui est le pilote du GT biochar au sein de la T2E. Donc aujourd'hui, nous comptons parmi nous plusieurs acteurs très actifs et on les remercie aussi pour leur engagement afin de faire émerger le sujet biochar en France. Il faut dire qu'on est un petit peu en retard par rapport à ce qui se fait ailleurs, hein. C'est ce que vous avez pu constater depuis hier. Mais voilà, donc le but aujourd'hui, c'est de pouvoir justement faire un petit peu de pédagogie, vous présenter un petit peu les avancées et les travaux en cours à la fois en France et à l'international sur le sujet biochar. Et avant d'aller plus loin, je passe la parole à Dominique qui va vous présenter un petit peu le groupe de travail et la feuille de route un petit peu de cette année qui était très ambitieuse. Donc je rappelle juste que ce groupe de travail a été lancé depuis 1 an et justement on l'a annoncé l'année dernière à cette salle, à ce rendez-vous annuel Bio 360. Merci Shorouk. Alors, première chose, déjà, pourquoi avons-nous décidé de créer ce GT Biochar il y a à peu près 1 an? Le constat était simple et partagé par la filière, c'est que globalement, on voit des initiatives un peu partout dans le monde sur le biochar. Le biochar est désormais totalement reconnu comme une solution de séquestration de carbone très efficace et peut-être certainement l'une des plus compétitives aujourd'hui et surtout la seule qui génère un revenu. C'est-à-dire que quand on génère du biochar, on ne génère pas seulement un carbone séquestré, mais on génère un carbone utile. Et utile pour différentes applications. Et ce sont ces applications qui vont générer cette valeur additionnelle par rapport au crédit carbone. Et je pense que ça, c'est un point important. Deuxième chose, il y a énormément de science qui est produite sur ces sujets. Je crois cette année, il va y avoir à peu près une vingtaine de milliers de documents scientifiques de production d'études un peu partout dans le monde. Et le constat que nous faisions, c'est que la France est très peu représentée dans ces travaux. Donc ça interroge. Et en tout cas, on se demandait s'il n'y avait pas moyen effectivement d'accélérer cet effort de recherche. Pour donner un ordre de grandeur, la France est en 20e position sur la production scientifique dans le domaine du biochar, ce qui est assez exceptionnel pour la France, qui pourtant a une équipe de recherche qui est quand même très, très abondante en général sur ces sujets d'avenir en tout cas. Dernière chose enfin, c'est que la notion d'activité, de dynamisme, on parle à peu près de 200 installations qui produisent du biochar en Europe aujourd'hui. Elles sont recensées chaque année par l'EBI, qui est l'organisme européen qui fédère l'ensemble des acteurs de la filière biochar. Donc 220 installations, en France on peut les compter sur les doigts d'une main. La question surtout c'est comment cette dynamique se met en place. Et on s'aperçoit que le nombre de projets, il y en a pratiquement, je ne veux pas dire un par mois mais pas loin, des startups ou des équipementiers qui se proposent effectivement d'apporter leur savoir-faire, leur expertise, il y en a très souvent. Et la notion je dirais, la popularité en tout cas du biochar et la volonté surtout d'intégrer le biochar dans différentes filières est vraiment pratiquement quotidienne. Donc le constat qu'on faisait, c'est qu'il fallait absolument mobiliser notre filière, mobiliser les acteurs les plus impliqués, et vous les avez ici sur ce panel, et faire en sorte que voilà, il n'y ait pas que le reste du monde qui fasse du biochar, mais que la France s'y mette. À titre d'exemple, j'en arrêterai là pour ma propre publicité, Suez est en train de démarrer par exemple son installation industrielle de production de biochar au Québec. Pourquoi pas la France? C'est quand même dommage. Donc le GT a vocation effectivement au sein de la T2E de créer une sorte de club tout simplement où on va partager nos expériences et surtout donner cette visibilité qui manque à la filière. Essayer de convaincre les institutions qui ont un rôle à jouer et qui n'ont peut-être pas perçu l'intérêt de cela. On rencontre des institutions comme l'Académie de technologie qui nous interroge assez régulièrement sur
Qu'est-ce que c'est que ce biochar? On forme, on éduque, on informe des agronomes, et notamment les structures qui sont de près ou de loin en lien avec les applications biochar. Donc il y a un travail de pédagogie et d'éducation, je ne sais pas, mais en tout cas de pédagogie. Alors, on a défini 5 lignes d'action pour cette année, qu'on a menées pour certaines d'entre elles jusqu'au bout. La première ligne est un sujet effectivement de normalisation. Quand on crée de nouveaux produits sur un nouveau marché, la normalisation est souvent un passage tout à fait utile et intéressant. Donc nous avons très très vite identifié la nécessité de nous impliquer dans des travaux qui justement commençaient à émerger, puisqu'en mai 2023, un groupe technique s'est donné la mission de réfléchir à l'intérêt de normaliser les produits pyrogéniques d'une manière générale, le biochar en faisant partie. Et nous avons très très vite, avec le soutien évidemment de l'AFNOR, Frédéric nous en dira beaucoup plus tout à l'heure, bien finalement proposé des actions très précises sur lesquelles la France est redevenue finalement le leader sur un certain nombre de ces sujets, et ça on en est un petit peu fiers. Deuxième action qui a été menée, c'est dans ce travail de pédagogie, il y avait énormément de confusion entre biocoal, biochar, biocarbone. Peut-être vous-même, vous êtes encore un peu confus avec ces termes. Donc il y avait un vrai besoin de définir ce qu'était le biochar, quels étaient ses intérêts, comment le produire, d'où ça venait, et ainsi de suite. Alors l'idée, ce n'était pas de faire une note technique sur les technologies, mais plutôt de raconter de façon simple et à un public relativement large, les institutions d'abord, mais pas que. Je crois que cette note a circulé beaucoup dans les administrations, mais pas que. C'était de donner un rappel et surtout une explication simple finalement de la filière biochar, de quels enjeux on parle, c'est quoi, quelle est la réponse que le biochar apporte aux enjeux du climat, comment le biochar peut apporter effectivement ses contributions sur les applications. Vous l'avez vu si vous avez assisté à la présentation d'avant, il y a beaucoup d'applications très variées, depuis la nutrition animale jusqu'à la construction, en passant par les sols, l'épuration et différents procédés fermentaires assez complexes, comme le compostage ou la digestion anaérobie, sur lesquels le biochar a effectivement des bénéfices intéressants. Et donc il fallait expliquer ça très simplement, et on l'a fait au travers d'une note de position auquel certains d'entre vous ont participé, qui a été publiée au 27 juin. Et qui est disponible auprès des membres, mais surtout auprès des institutions. Mais je pense que si vous en faites une demande cordiale à Chouok, elle vous donnera l'accès, évidemment. Mais en tout cas, c'est une note qui a été reconnue comme étant utile dans le contexte d'aujourd'hui. Troisième action, je passerai un peu rapidement parce qu'elle a pas forcément abouti encore, mais en tout cas, la question qui est adressée ici, c'est la question de la logistique de ces produits. Vous avez certainement entendu parler que ces biochars, selon qu'ils sont fabriqués d'une manière ou d'une autre, peuvent avoir des réactivités différentes, ils peuvent être sujets éventuellement à des auto-échauffements, par exemple, ce genre de choses. Alors ça, c'est très connu dans le monde du charbon de bois. Évidemment, dans le monde du biochar, on transpose un peu le risque, même s'il est très différent, puisque le biochar n'a rien à voir avec un charbon de bois. Mais en tout cas, il y a un certain nombre de réflexions préalables qu'il nous faut mener. Et là aussi, l'idée, c'est de s'appuyer sur la normalisation au niveau de l'ISO, puisque l'ISO a aussi considéré qu'il était temps de regarder ces sujets. Et en tout cas, on pense que pour sécuriser la filière, rassurer aussi les utilisateurs, les transporteurs, il nous faut avoir un discours juste sur ce point-là. Une autre ligne d'action, et le témoignage de certains d'entre nous aujourd'hui vont vous le montrer. On a parlé tout à l'heure qu'il y a beaucoup d'applications. Il y a un manque d'accès à l'information qui est crucial. Alors, en France, peut-être pas qu'en France, mais en France en particulier, puisque pour faire des essais, il faut, pour avoir en tout cas des constats très précis sur l'intérêt d'un biochar et sa création de valeur dans un usage, il faut avoir fait des essais. Pour faire des essais, il faut des quantités. Pour faire des quantités, il faut des usines. Et donc, on arrive à un système aujourd'hui où on est un peu coincé. Donc, il y a un certain nombre, fort heureusement, d'interlocuteurs, et la Chambre d'agriculture en représentera un exemple, où un certain nombre d'institutions aujourd'hui se saisissent un peu de ce sujet, créer les conditions pour qu'une expérimentation à plus grande échelle, au-delà du labo, se mette en place. Et souvent, ce qu'on dit dans ce métier, en tout cas, c'est que le biochar, peu de gens le connaissent, mais quand ils le maîtrisent, quand ils l'utilisent, sans trop savoir éventuellement quels sont les mécanismes fins, parce que c'est un produit très technique qui agissent, en tout cas, ils en constatent les effets et après, ils l'adoptent. Et aujourd'hui, je crois que c'est ça qu'il faut qu'on arrive à développer, et le GT va y contribuer
en créant des fiches, mais pas que. Je pense qu'il y a un vrai travail d'éducation, d'information et de sensibilisation de l'ensemble des acteurs, de l'agronomie pour les secteurs agricoles, mais d'autres secteurs pour les autres applications. Et on aura le témoignage de la Chambre d'agriculture d'ailleurs qui en parlera. Donc en conclusion, très clairement, fort heureusement, il y a des initiatives. Hein, on peut citer Calichar, qui a été une initiative financée par l'ADEME, qui a été menée par le RITMO notamment. Donc c'est une étude très intéressante qui montre la grande diversité des biochars qui peuvent être obtenus à partir de différentes biomasses. Ce qu'on peut regretter peut-être, c'est que cette étude n'ait pas fait l'objet d'une concertation avec les sachants qui sont là et un peu ailleurs. Et de ce point de vue-là, on aurait pu peut-être contribuer à ce que la conclusion de cette étude, qui est quand même un petit peu trompeuse, soit mieux écrite. Mais indépendamment de ça, l'étude Calichar est vraiment une étude tout à fait intéressante. Donc, considérez s'il vous plaît la T2E comme un repère d'expertise, un repère de savoir-faire et sur lequel effectivement nous avons besoin de construire une base de données sérieuse, dure, incontestée et surtout démontrée effectivement sur les effets bénéfiques de ces biochars qui encore une fois devront trouver leur valeur. La seule valeur d'un biochar ne tient pas dans l'énergie qu'on produit ou dans le crédit carbone, elle tient surtout dans sa matière et il faut juste la démontrer et c'est ce que nous essayons de faire et GT y contribue. Merci. Merci beaucoup Dominique, merci pour cette mise en avant, pour cette promotion en tout cas de cette visibilité sur les travaux qui ont été menés cette année avec la T2E et les différents membres. Donc je fais mon travail à l'envers, mais j'accueille nos différents intervenants. Donc cette table sera co-animée par moi et Dominique. Donc nous avons avec nous Marcia Vidal de l'ADEME. Bonjour. Bonjour Marcia. Bonjour. Qui va justement nous partager avec eux la vision de l'ADEME sur le sujet biochar, même si voilà l'ADEME s'est un petit peu impliquée depuis un an voilà, ouais, sur le sujet biochar. Donc Marcia va partager avec nous. Nous avons avec nous également, il faut juste être allumé. Nous avons également avec nous Frédéric Solbès de l'AFNOR, qui travaille justement sur la certification et la normalisation sur le biochar. Voilà. Nous avons avec nous justement pour le groupe Bordet, c'est plutôt Charlotte qui va plutôt représenter le groupe Bordet. Et avec nous également Dominique Le Dentu pour Terra Fertilis, qui vont plutôt, avec Charlotte, nous faire un témoignage sur la production et la commercialisation du biochar en France. Et bien sûr, l'accompagnement de la filière ne peut se faire qu'avec justement la Chambre de l'agriculture et les coopératives. Et avec nous, nous avons justement Céline Marjollet, qui est chargée de mission justement économie circulaire au niveau de la Chambre d'agriculture Pays de la Loire, et également Caroline Poiré-Domanine, qui représente la coopérative carbone de Paris et Métropole, qui vont justement témoigner de l'accompagnement donné et des projets aussi qui peuvent émerger sur le sujet biochar. Donc je passe la main justement à Marcia, qui va plutôt nous expliquer comment est-ce que l'ADEME accompagne et quelle est sa vision sur le biochar. C'est celui, ça marche pas? Allô? Ok. Donc, bonjour à toutes et à tous. Rapprocher. Voilà. Marcia Vidal, ingénieure à l'ADEME. Donc, l'ADEME, c'est l'Agence de la transition écologique. C'est un opérateur de l'État qui est sous la tutelle en fait, des 3 ministères. Et face au changement climatique, nos missions sont de soutenir et accompagner tous les protagonistes de la transition écologique et énergétique, de financer de nombreux projets, de partager des projets et de soutenir la recherche et l'innovation. Donc, on va aussi partager les data à l'aide des données. Donc, vous pouvez accéder en fait à tous les facteurs d'émission à gaz à effet de serre qui sont sur le site de l'ADEME. Et il y a aussi le travail d'établir des travaux de prospective. Pour la partie financement et soutien à la recherche, je vais évoquer 4 mécanismes. Donc, il y a le premier programme qui s'appelle Appel à projet thèse. Donc, l'ADEME finance et soutient par année entre 40 et 50 thèses. Ensuite, on a le programme AP Graines, qui est comme Frédéric l'a évoqué à l'instant, et le projet Calichar, il a été en fait retenu dans cet appel à projet. Et le troisième programme, c'est PIA, c'est le programme d'investissement à l'avenir, donc qui est géré par la CGPI et le ministère de la Transition écologique. Et finalement, on a le programme France 2030,
je vais évoquer quelques exemples, comme l'appelle le projet CB, Système de construction bois. Et dans l'ensemble de tous ces projets, en fait, il faut retenir que c'est des projets pour décarboner l'industrie, mais également des projets pour promouvoir les technologies bas carbone. L'ADEME il a établi il y a quelques années un rapport qui s'appelle Rapport Transition 2050. Donc, ce rapport, c'est un rapport qui est public. Vous pouvez le télécharger à partir de la librairie. Et il y a une section qui parle des ressources et des puits de carbone et on évoque les biochars. Pour la partie biochar, on a conclu qu'on a en fait deux choses. Les biochars sont des produits à caractériser et des marchés à caractériser. Qu'est-ce que c'est un biochar? Donc, ça a été évoqué à l'instant. C'est bien une matière organique pyrogénique qui en fait a différents types de propriétés physiques et mécaniques, et chimiques surtout. Dans les propriétés chimiques, on va par exemple parler du contenu de carbone, mais la question c'est de savoir quel est le contenu de carbone qui va définir la qualité d'un vrai biochar. Donc il y a en fait ces propriétés qu'il faut éclairer aujourd'hui, et que ça a été évoqué également, pour afin d'établir quelle est l'application, l'emploi d'un biochar. Par rapport au marché, on a que en 2024, il y a eu en fait un rapport qui a été établi par l'EBI. Et la productivité établie dans les marchés européens, c'est environ 120 000 tonnes par année. Et qui est à la tête de ces productions, c'est l'Allemagne, avec un 26%, suivi par les pays nordiques, l'Autriche et la Suisse, avec 28 et 16% respectivement. Après, on a les 30% restantes qui est partagée entre la France, l'Espagne et l'Angleterre. Pour conclure, l'ADEME, c'est une agence engagée, en fait, qui accompagne tous les protagonistes de la transition écologique et énergétique. Et depuis 2024, on soutient, en fait, la filière biochar avec une équipe qui a été mise en place pour différents working groups, groupes de travail. Et pour revenir, pour fabriquer un biochar, en fait, on a besoin de matières premières. Il faut, en fait, éviter la concurrence d'usage de ce type de matière. On va revenir, qui sera évoqué à l'instant par Frédéric, les cadres réglementaires des biochars pour éclairer l'emploi et l'application des biochars. Et pour terminer, en fait, il faut bien évaluer les impacts environnementaux qui doivent être définis afin ou à l'aide de la... on a l'analyse ACV, l'analyse des cycles de vie des biochars. Donc, pour ma part, c'est ça que je voulais évoquer. Merci à tous. Merci Marcia. Effectivement, on va avoir besoin du soutien d'ADEME, hein, donc il faut vraiment continuer cet effort que tu nous apportes. Effectivement, c'est important. Je pense tout ça dans un contexte en plus où la manière, et c'était dit très très bien par Paul Devaux juste avant, la manière dont on doit concevoir la biomasse, l'usage de la biomasse, c'est vrai qu'on évoque très très vite la notion de compétition. Mais je crois que la vraie question, le vrai sujet, c'est que doit-on faire de ce carbone de la biomasse dans une logique qui est maintenant la nôtre, celle du changement climatique, celle de l'exploitation de ressources durables. Et là, le positionnement notamment de l'arrêt 3 qui va s'imposer à la France bientôt remet très clairement la lumière sur des pratiques de la pyrolyse favorables, et notamment la production biochar. Donc j'invite l'ADEME à nous accompagner dans ce mouvement. On va passer à un autre angle de vue qui est celui du producteur. Bordet est un producteur déjà de charbon de bois, mais aussi de biochar maintenant, et surtout un développeur de projets. Donc ça serait intéressant d'entendre la perspective de ce développeur de projet en France. C'est possible? Oui, je m'y attelle. Merci Dominique. Alors bonjour à tous. Donc je suis Charlotte Albarel, la directrice générale de l'entreprise Groupe Bordet.
Donc, groupe Bordet, en quelques chiffres, déjà on existe depuis 1860. On est spécialisé dans la pyrolyse de bois depuis 1860. Aujourd'hui, nous avons un site de production qui se situe en Bourgogne, plus précisément en Côte d'Or, qui fait un peu plus de 4000 tonnes de carbone végétal, avec 40 collaborateurs, 3 docteurs dans notre équipe. Donc c'est à peu près un chiffre d'affaires de 6,2 millions d'euros, et surtout des investissements en recherche et développement qui sont vraiment conséquents. Avec depuis à peu près 2018 2,5 millions d'euros de recherche et développement, et aujourd'hui 4 publications scientifiques sur le biochar et ses utilisations. Ce qui nous distingue, c'est que nous avons une technologie industrielle unique qui fonctionne en continu avec un four vertical. Donc on utilise à peu près, pour vous donner des chiffres un peu concrets, on utilise à peu près 23 000 tonnes de bois. On travaille nous uniquement avec du bois dur, en l'occurrence du chêne et du hêtre principalement. Et avec cette biomasse-là, on produit à peu près 4200 tonnes de biochar, mais aussi des gaz condensables. Et des gaz incondensables. Donc une partie des gaz condensables, on les condense pour produire des biohuiles. Aujourd'hui, on est à peu près à 700 tonnes de biohuiles. C'est un axe de développement important pour nous aussi. Et par ailleurs, les gaz incondensables sont réutilisés pour qu'on puisse produire notre propre énergie verte qu'on utilise dans notre processus de production, ce qui fait qu'on a un processus qui est extrêmement propre et pas du tout énergivore. Depuis, donc même si on existe depuis fort longtemps, nous avons vraiment écrit une feuille de route complètement tournée dans la décarbonation depuis 2016. On s'est appuyé sur notre bilan carbone selon la méthodologie de l'ADEME, où on a 0,49 tonnes équivalent CO2 pour une tonne de biochar produite. Ça nous a permis de calculer notre analyse de cycle de vie pour les applications pour lesquelles donc on utilise le biochar en tant que séquestrant, et notre analyse de cycle de vie ressort à 2,82 tonnes équivalent CO2 par tonne de biochar. Donc c'est un produit vraiment intéressant en termes de décarbonation et de captation des CO2. Donc cette politique de décarbonation qu'on mène chez Bordet depuis 2016, donc elle repose sur vraiment des actions structurantes au niveau du projet de l'entreprise. Donc je l'ai dit, on a démarré vraiment par un bilan carbone. On a mené des actions vraiment importantes autour de la recherche et développement. Vous en parliez tout à l'heure, Dominique. Nous, on a créé un partenariat très fort avec le CNRS depuis 2018, et puis depuis 2020, on a carrément un laboratoire commun avec eux. Donc on a vraiment la chance d'avoir nos PhD qui sont physiquement dans le laboratoire du CNRS. Ça nous permet vraiment de bien comprendre notre matériau, le matériau carboné qu'est le biochar. Et là-dessus, on travaille avec ce Labcom sur des projets de développement, pour le coup, un peu court terme et plus long terme. Ça va de la filtration de l'eau à l'utilisation du biochar comme matière première pour mettre au point des charbons actifs très technologiques, par exemple pour des applications supercondensateurs, filtration des biogaz aussi également. Cette collaboration avec les académiques aussi s'est traduite par un partenariat avec l'INRAE, pour lequel on a travaillé sur la corrélation entre le biochar et la stimulation microbienne de la vie dans le sol. Donc on a sorti une publication aussi là-dessus. Donc c'est vraiment, en tout cas, pardon, si vous pouvez revenir en arrière. C'est un point très fort, nous, chez Bordet, cette collaboration avec le monde scientifique. On s'est aussi bien évidemment structuré autour de la RSE, et puis on a rejoint le programme BPI Excellence. On est devenu coq bleu, coq vert. La collaboration scientifique s'est également traduite aussi par le fait qu'on est agréé Crédit Impôt Recherche. Donc on a la possibilité justement vraiment d'accompagner nos clients en les faisant bénéficier du Crédit Impôt Recherche. Et puis donc en parallèle de ça, ces dernières années, pour vraiment marquer notre présence et répondre aux attentes des
aux attentes des clients sur l'utilisation du produit en tant que solution de séquestration, eh bien, on a passé un certain nombre de certifications qui sont assez exigeantes. Évidemment, bien entendu, la matière première que l'on travaille est certifiée PEFC. Mais on a aussi travaillé sur une certification spécifique AB, parce qu'on a une petite partie de notre production qui est 100% certifiée AB, pour des applications sur les compléments alimentaires, en alimentation humaine et alimentation animale. On est certifié EBC agro-organique, donc qui est le niveau le plus élevé de la certification EBC. Et puis, donc, on a aussi, dès qu'on a pu et dès que le marché a commencé à être réglementé, notamment pour l'utilisation du biochar en amendement de sol, on a fait enregistrer notre biochar selon la réglementation européenne 2019-1009 sur les fertilisants. Et puis, on a également certifié notre produit pour qu'il puisse être utilisé en nutrition animale. Et en parallèle de ça, pour ces applications-là, on s'est fait certifier aussi Puro Earth, qui nous permet d'émettre des crédits carbone. Donc jusqu'en 2016, Bordet avait vraiment été très, très spécialisé donc, dans la production de charbon de combustion. À l'origine, c'était vraiment pour des utilisations dans le monde de la sidérurgie. Utilisation pour lequel on revient fortement aujourd'hui, on l'a vu avec la présentation précédente. Donc nous, justement, notre technologie avait fait l'objet d'un transfert de technologie au profit de la société, de l'industriel Vallourec, pour qu'il puisse utiliser le charbon végétal comme source de combustible dans la production de son acier en substitution du coke. Depuis 2016-2024, donc je vous l'ai dit, on s'est inscrit sur les marchés de la séquestration carbone. La nutrition animale, on est présent. L'amendement de sol, nous sommes présents également, mais on travaille aussi avec les cimentiers pour d'autres utilisations. Et puis, donc, on a mené nos premiers pas dans la recherche et développement avec un programme important donc, autour de la purification des biogaz, la filtration de l'eau et les biohuiles. Et puis là, dans les prochaines années, donc, on a un gros projet de déploiement. Donc, on essaye quand même de se développer aussi en France avec des nouveaux sites de production. Donc, nous, on travaille sur un nouveau site. On accompagne un industriel dans sa décarbonation. Et donc, on va construire une nouvelle usine qui sera beaucoup plus importante, donc de 15 000 tonnes de carbone végétal et 7 000 tonnes de biohuile. Et puis donc on ambitionne justement sur la partie biohuile de travailler sur l'utilisation des biohuiles comme source de biocarburants en substitution des carburants d'origine fossile et également dans le revêtement de sol. Donc ça, c'est vraiment aussi un point qu'on voulait mettre en avant, c'était le fait qu'il y a des projets industriels qui sont innovants, qui sont en pleine concrétisation. Aujourd'hui, on a un site de 8 hectares où on fait 4200 tonnes de biochar et 700 tonnes de biohuile. Demain, on va avoir un deuxième site sur une surface pas beaucoup plus importante, 13 hectares, mais pour faire 15 000 tonnes de biochar et 7 000 tonnes de biohuile. Donc avec évidemment des développements et de l'innovation importante, notamment sur la partie biohuile, sur la partie biochar également, puisqu'il s'agit d'avoir des propriétés vraiment extrêmement stables pour la décarbonation de notre partenaire industriel. Et puis voilà, le challenge et l'ambition quand même de développer des structures avec un four vertical qui soit assez conséquente. Bien entendu, voilà, on va continuer on sera à 100% vraiment dans des marchés de décarbonation, donc décarbonation, remplacement des énergies fossiles par un charbon biorenouvelable, mais aussi sur les sujets donc de R&D qu'on mène depuis quelques années maintenant, donc la séquestration durable des gaz à effet de serre, la souveraineté énergétique avec des biocarburants et des supercondensateurs 100% français et la dépollution aussi des fluides. Voilà. Merci beaucoup Charlotte pour ce témoignage. On passe la parole à Dominique justement.
Alors, on a vu le volet producteur. Merci. D'ailleurs, je crois que Charlotte a parfaitement bien indiqué la dimension technique, finalement, de ces produits. On parle souvent du biochar, mais on devrait dire les biochars. Vous l'avez tous compris, je crois. Donc, parlons maintenant. Une fois qu'on l'a produit, il faut le vendre. Et il faut essayer de trouver justement la proposition de valeur pour le marché. Et pas le marché, mais les marchés, puisque là aussi, comme le produit technique, il y a forcément différents usages. Et Terra Fertilis a été un des pionniers aussi dans son domaine, très très vite à mettre sur le marché ses produits, à comprendre ce qu'il pouvait en faire et à démarcher des clients avec succès. Dominique. Bonjour. Bonjour à tous. Donc, je suis Dominique Ledentu, la directrice commerciale de Terra Fertilis. Je vais vous partager donc notre expérience de vente commerciale. Mais avant tout, au-delà de la commercialisation, nous sommes également fabricants en Normandie depuis effectivement 2018 avec un processus de production également décarboné avec la certification EBC également agrobio, une usine sans émission de CO2, un pyrolyseur autonome, une usine brevetée aussi par l'Office européen des brevets et également nous avons été le premier biochar français certifié aussi par Pure Earth, donc au niveau de la séquestration du carbone. Déjà pour être crédible à la vente, nous sommes déjà passés par cette création d'usine vertueuse. Et ensuite, on souhaitait produire un biochar d'excellente qualité. Et nous nous sommes rendus compte que pour vendre et pour être crédible sur ce marché, il a fallu passer par une AMM. Parce que nous vendons aux professionnels et nous vendons également au grand public. Aujourd'hui, nous sommes en cours de certification UECE, le biochar aujourd'hui rentre dans cette certification, mais à l'époque non. Nous sommes également en certification EBC, nous avons la certification EBC du biochar et nous souhaitions fabriquer un biochar de haute qualité, donc avec une teneur en carbone supérieure à 90%, une surface spécifique à 420 m² par gramme et bien sûr notre biochar est utilisable en agriculture bio. Pour accéder et arriver à tout cela, je ne vous cache pas qu'il faut beaucoup de moyens financiers et beaucoup d'arguments convaincants pour arriver donc à intégrer les différents marchés. Excusez-moi. Alors aujourd'hui, nous sommes présents dans toute la partie espace vert, les mairies collectivités, les distributeurs, dans les cultures à haute valeur ajoutée également, la viticulture, la sylviculture. Comme vous l'avez tous dit tout à l'heure, le biochar également peut maintenant s'intégrer dans le béton, dans les filtrations de l'eau, etc. Tous ces marchés, évidemment, sont en plein développement. Le biochar aussi s'intègre dans les substrats. Il y a un gros marché en développement puisque le biochar peut remplacer aujourd'hui la tourbe, la perlite, la vermiculite et d'autres. Voilà. Nous sommes approchés. Alors, il faut savoir que c'est beaucoup de travail, comme l'a dit Dominique tout à l'heure. Il y a énormément de pédagogie à faire. Le biochar est encore très méconnu au niveau de ces métiers. Ce sont des initiés très souvent qui connaissent le biochar par la bibliographie ou parce qu'ils l'ont testé. Voilà, et ils viennent vers nous principalement pour, bien sûr, le biochar offre énormément de bénéfices aujourd'hui, mais la rétention en eau, la perméabilité des sols et surtout, alors on l'a dit, il y a des biochars et des biochars, mais c'est surtout un biochar sans poussière qui est très important si on veut intégrer un peu tous ces secteurs d'activité. Tout cela, effectivement, passe par de la R&D, passe par des tests et des essais, c'est-à-dire qu'il faut vraiment prouver aujourd'hui que le biochar a des effets
a des effets dans le sol. Donc voilà, c'est encore effectivement un marché en plein développement. Il y a encore beaucoup à faire. Il y a des formations à faire. Et tout ça, c'est nous, le secteur privé, enfin, voilà, qui le faisons. Ensuite, il y a un réel sujet, effectivement, au-delà des espaces verts, de tous ces secteurs d'activité. Il y a la problématique particulière, donc c'est l'intégration aux grandes cultures. Et là, c'est un sujet sensible et très compliqué parce qu'il y a un réel intérêt des agriculteurs, pour ceux qui le connaissent. Il y en a également énormément qui ne le connaissent pas ou qui en ont une information erronée ou... voilà, sauf qu'aujourd'hui, les décideurs n'ont pas encore appuyé l'utilisation du biochar. En France, il n'y a aucune position ferme sur l'orientation agricole, contrairement effectivement à d'autres pays où des moyens énormes sont consacrés à la promotion du biochar, l'Europe du Nord, l'Amérique du Nord ou d'autres pays émergents. Voilà, donc aujourd'hui, la grande culture est vraiment encore... je pourrais même pas dire en développement parce que non, on n'y est pas. Voilà. Donc, à quand l'utilisation du biochar sera vraiment validée et pourra nous aider à continuer ce développement. Bien. Merci Dominique. Je pense qu'il y a aussi une autre notion qui rend difficile la démonstration, c'est l'effet court terme versus l'effet long terme. La plupart du temps, les consommateurs d'ingrédients ou d'additifs dans le monde agricole cherchent un effet tout de suite. C'est typiquement la logique du fertilisant. Et le biochar n'est surtout pas un fertilisant, c'est même pas un amendement organique, c'est un élément qui structure finalement un espace cultivable, ce qui aborde une autre notion que le monde agricole n'est pas forcément en mesure ni de comprendre ni d'exploiter d'un point de vue économique. Donc il y a une vraie petite révolution à faire, mais grâce à ça, sur un sujet aussi complexe que ça, on a les chambres d'agriculture qui ont vocation à justement faire de la pédagogie, à rendre compréhensibles des choses peut-être un peu trop complexes. Et Céline va nous raconter son expérience au sein du Pays de la Loire, la Chambre d'agriculture Pays de Loire, et des initiatives très heureuses qu'elle a pu engager jusqu'à maintenant. Merci. Oui, donc bonjour à tous. Céline Marjolais, chargée de mission économie circulaire en région Pays de la Loire, donc à la Chambre d'agriculture de région. J'ai en effet eu la chance de participer à un projet européen qui s'appelle Rustica, qui étudiait la faisabilité d'une filière de fertilisants biosourcés produits à partir de déchets de la filière fruits et légumes, déchets plus ou moins biodégradables. Et dans le cadre de ce projet, on a notamment utilisé comme ingrédient et comme technologie donc, la pyrolyse qui était développée par un partenaire européen appelé TNO, qui travaille sur ces process-là, et donc qui nous a fourni l'engrais biochar dans le cadre du projet, utilisé dans le cadre du projet Rustica. Donc les biochars, en effet, sont des sujets d'intérêt pour l'agriculture. Quand on entend donc des sujets exploratoires malgré tout, donc quand on entend parler de rétention d'eau, de rétention des nutriments, d'aération du sol, d'action sur le pH des sols et puis également en termes de stockage carbone, forcément c'est un intérêt pour la filière végétale d'aller explorer ces sujets. De la même façon, la pyrolyse, c'est aussi une solution de valorisation de biomasse, qui peuvent être des biomasses agricoles. Je vais parler pour les Pays de la Loire, mais on a notamment un projet qui est en cours de demande de financement, qui est le projet Valocep. En fait, on cherche à trouver une meilleure solution de valorisation des cèpes viticoles, à la fois sur la région Pays de la Loire, mais aussi sur le centre Val-de-Loire. Et dans ce cadre-là, notamment, la pyrolyse sera aussi un process étudié dans le cadre de ce projet. Quand on entend aussi parler de réduction du méthane entérique, de réduction des pathogènes en utilisant le biochar en litière
dans la filière volaille. Là aussi, ça a forcément un intérêt pour l'agriculture, hein, de par le changement climatique, l'impact sur les productions de gaz à effet de serre, etc. Encore une fois, on a aussi des biomasses animales qui pourraient potentiellement être valorisées dans des process de pyrolyse. Et enfin, en dernier lieu, pour réunir le tout, je dirais qu'à l'échelle d'une exploitation, il serait intéressant d'étudier l'intérêt d'utilisation du biochar en cascade. En fait, on va commencer à l'utiliser pour la réduction du méthane entérique et finalement, derrière, réutiliser les matières pour les sols. Et donc, de travailler à expérimenter, en tout cas, l'utilisation en cascade, ça pourrait être intéressant. Alors sur la gauche, je vous ai mis une petite carte de France. Je ne sais pas si c'est très lisible. C'est peut-être un peu petit. Des projets qui sont engagés par quelques chambres d'agriculture et dans lesquels le biochar est en expérimentation. Alors il y a un premier projet, mais là c'est plus Suez et une coopérative laitière en Bretagne qui travaille justement sur le sujet de la réduction du méthane entérique et qui vont expérimenter au sein d'une ferme expérimentale de la chambre d'agriculture en Bretagne. Il y a un autre projet auquel participent mes collègues des chambres d'agriculture de Bretagne et de Hauts-de-France de mémoire sur la valorisation, alors plus là de biomasse animale, en fait, de fumier de volaille par le process de pyrolyse. Je vous ai parlé du projet Rustica, donc qui est mené en Pays de la Loire et sur lequel les résultats sont juste en train de sortir. J'ai aussi une collègue en Pays de la Loire qui travaille sur l'utilisation du biochar sur sol sableux en maraîchage, donc qui commence à expérimenter, alors pour 2 ans seulement pour l'instant, mais voilà, ça fait 3 ans, 2024, 2025, 2026, avec une année pluvieuse en 2024. Mais là, on cherche à expérimenter justement le rôle d'hydro-rétenteur du biochar. Et enfin, alors il y a un projet en émergence en grande culture en Charente, donc qui n'a pas encore reçu de financement validé, mais qui est en émergence. Et après, dans le sud, en viticulture également, il y a eu des tests d'utilisation du biochar. Alors, de quoi a besoin la filière agricole pour valider et puis disséminer l'utilisation du biochar sur les territoires? C'est déjà, alors toujours cette même question de la concurrence des usages, hein, mettre les bonnes matières dans les bonnes technologies. Est-ce que ce sont des choses qui seront réétudiées? Je sais que le schéma régional biomasse en Pays de la Loire va démarrer sa révision. Et donc, est-ce que c'est des questions qui seront abordées pour savoir quelle biomasse passer dans les pyrolyseurs, hein. Je vous ai parlé de la meilleure valorisation de certaines biomasses. Nous, nos viticulteurs, en fait, sont parfois obligés de brûler les cèpes au champ parce qu'il n'y a pas de solution pour eux de manière à les brûler, enfin les valoriser, de manière plus durable. On va aussi avoir des questionnements forcément sur la qualité et l'innocuité des biochars pour nos sols, hein, et pour les productions animales. Des questionnements aussi sur les analyses du cycle de vie. Et enfin, pour la partie valorisation du biochar et valorisation aussi de l'énergie, le monde agricole peut aussi avoir un intérêt sur ces sujets. Donc on aura besoin de données techniques sur les différents biochars pour pouvoir faciliter les choix en fait, des agriculteurs sur ces biochars. D'avoir des données aussi économiques sur le rapport entre le coût du biochar, qui est quand même important au jour d'aujourd'hui, et le bénéfice pour l'agriculteur. Et derrière, c'est aussi toujours le questionnement d'intégrer l'agriculteur, qui est un acteur de la bioéconomie, dans ces modèles économiques en construction. Donc à la fois comme source potentielle de biomasse, mais aussi comme derrière utilisateur du biochar. Voilà. Donc en conclusion, je dirais que ce qui va être intéressant pour les chambres d'agriculture, ça va être de cibler les filières agricoles sur lesquelles l'utilisation du biochar va être les plus intéressantes, donc en fonction des régions, des types de sols, du climat de chacune des régions, et puis nos productions des productions sur nos régions.
Et donc, il va falloir apporter des éléments concrets pour alimenter le bénéfice pour l'agriculteur. Et je voudrais aussi dire qu'au sein des chambres, en fait, on a des compétences croisées qui permettent d'expérimenter l'utilisation de ces biochars à la fois en filière végétale et animale. On a un ensemble de services en fait qui peuvent travailler ensemble, donc à la fois sur la démarche d'économie circulaire et la mise en œuvre de filières territoriales, mais aussi sur l'expérimentation en filière animale et végétale et la valorisation énergétique, bien entendu. Voilà. Merci Céline. Vous l'avez compris, les chambres d'agriculture auront un rôle essentiel. Ce qui est formidable et ce qui est nouveau, c'est qu'on sent qu'il y a une dynamique qui se met en place. Et donc on ne peut que vous encourager plus loin. Et en tout cas, je pense que si on arrive à convaincre les chambres d'agriculture à expérimenter, je pense qu'on arrivera assez rapidement à convaincre le vrai destinataire qui est l'agriculteur. La normalisation, on en a parlé tout à l'heure, elle est juste essentielle pour ce marché émergent. Donc Frédéric va nous éduquer là aussi sur la normalisation, son pouvoir, sa puissance et son intérêt, et surtout pour ce qui nous concerne, qu'est-ce que ça peut apporter au biochar demain. Merci beaucoup Dominique, ravi d'être présent à vos côtés aujourd'hui. Alors si tant est que ça vous est échappé, la normalisation est partout autour de nous et c'est tant mieux. Mais oui, l'adhérence des revêtements au sol, la communication entre l'audiovisuel, la performance des équipements de chauffage, la résistance de l'optique de mes lunettes, elle est partout. Alors imaginez la biomasse, imaginez les biocombustibles et imaginez évidemment le biochar. Donc voilà un petit peu l'objet de ma présentation aujourd'hui. Vous rappelez la plus-value de la normalisation et comment elle peut servir une filière. La norme en soi, c'est quelque chose qui est au départ une démarche volontaire d'un secteur donné d'une industrie. Et ce secteur donné d'une industrie, à un moment donné, va se dire... Voilà, pardon. Et donc ce secteur donné, à un moment donné, va se dire, voilà, nous on a besoin de converger dans un document, dans un outil qui est en quelque sorte un pot commun de savoir, de connaissances, de bonnes pratiques. Et cette norme, cet outil de convergence, eh bien, va nous permettre, d'une certaine manière, de baliser un périmètre d'action. Et dans ce périmètre d'action balisé, eh bien, tous ensemble, on va pouvoir fonctionner de manière très claire, explicite, lisible et efficace. Alors tout ça, ça s'opère naturellement dans un institut de normalisation, ou en tout cas une institution qui est reconnue comme telle, en l'occurrence en France l'AFNOR. Et puis pour mémoire, je voulais vous rappeler que l'AFNOR avait une mission d'intérêt général, ce qui d'une certaine manière nous oblige, dans cet effort-là au service d'une filière, à nous assurer que la représentativité de la filière est assurée, que chacun, grande entreprise, petite entreprise, start-up, État, autre autorité publique ou autre tiers de confiance puisse, à l'identique, participer et faire ses inputs. Alors une dernière chose, je l'ai sous les yeux et je tenais à vous le rappeler. Donc la norme est d'application volontaire versus la réglementation qui est, pour sa part, d'application obligatoire et qui est imposée par les pouvoirs publics. Souvent on entend « il y a trop de normes, il y a trop de normes, il y a trop de normes ». Ma foi, il y a les normes qu'il y a en fonction de ce que l'industrie décide, en fonction de son besoin. Le reste, ce sont les réglementations. Donc je voulais tout de suite aussi ôter ça de votre esprit. La norme est faite parce qu'il y a un besoin derrière. Ce n'est pas quelque chose de pléthorique sorti du chapeau. Donc c'est bien le fruit d'un travail collectif au service du collectif. Alors comment est-ce qu'elle sert une filière ? À dire vrai, nativement, la norme est au service d'une filière. Alors je ne vais pas forcément paraphraser ce qu'il y a à l'écran, mais on parle d'interopérabilité, on parle de confiance. Aujourd'hui même, pour certaines normes, on va parler de souveraineté nationale. Donc on est dans quelque chose de clé, de déterminant, dont la finalité est bien de hisser les niveaux et évidemment d'être aussi en soi un outil de compétition et un facteur concurrentiel fort. Il est clair que quand on maîtrise une techno, on peut le prouver, quand on est aussi, je dirais, dans ce souci de perfectionnement, quand on est en phase avec un besoin, eh bien, ma foi, c'est pour une filière un facteur d'accélération et de croissance.
Alors, dans mon rôle au quotidien de secrétaire de commission de normalisation, et en l'occurrence de la commission de normalisation Bianco-Bustier Solide, eh bien, je suis aux côtés d'un président, je dirais un peu l'accompagnateur de certains de vos confrères, de certains de vos collègues qui ont fait le choix de nous rejoindre et qui, eux, eh bien, dans cette enceinte, constituent un puissant réseau de connaissances, un puissant réseau d'expertise, de savoir et un socle, j'allais dire, presque unique de rapprochement et de convergence. On est, une fois membre de ce tour de table, en mesure ensuite de participer aux activités des comités techniques et des working groups européens et internationaux qui, eux, vont faire les normes. Et naturellement, un tour de table n'est pas figé. Si vous aviez le souhait de nous retrouver, bien sûr, venez, on est toujours preneur de renforts et à plus forte raison sur des technologies innovantes et des marchés en cours de création. Si on regarde un tout petit peu les missions qui sont dévolues à une commission de normalisation, alors faire des normes, ça ne vous aura pas échappé, évidemment, mais très concrètement, ça s'opère comment? Eh bien, on va mandater des experts qui, eux, vont dans ces groupes européens et internationaux partager leur savoir, leurs inputs, leurs contributions techniques, et tout ça va s'opérer dans une logique de stratégie au service des acteurs français, puisque une fois que vous êtes dans une enceinte européenne ou dans une enceinte internationale, eh bien pour le coup, là, vous jouez des coudes avec d'autres pays, alors tantôt copains et tantôt pas copains. Donc on est vraiment dans quelque chose qui est, je dirais, presque géopolitique, somme toute, au-delà du technique. Donc ensuite, une fois que vous arrivez à produire ces normes, évidemment, ce qu'on souhaite, c'est qu'elles soient visibles, lisibles dans des feuilles de route, dans des stratégies nationales de déploiement d'une technologie donnée. Alors tout ça s'opère évidemment en bonne intelligence avec la réglementation. Donc ce que j'avais en conclusion, c'est ce que je voudrais que vous puissiez sur cette diapositive mémoriser. Donc la commission de normalisation est au service d'une filière et elle porte les ambitions pour une filière. Évidemment, en filigrane, l'idée est de faire en sorte qu'on ne se fasse pas imposer des normes par d'autres pays et du coup qu'on ait un décalage en termes de concurrence et de capacité à aborder les marchés. Voilà. Alors, je ne vais pas forcément m'éterniser sur ce diagramme-là, mais je voulais vous signaler en termes, j'allais dire, de façon de faire, comment fonctionne la normalisation. En bulle, vous avez les bulles de normalisation et en rose, vous avez les bulles d'écosystème. Et tout s'opère dans une logique très simple de miroir. Vous avez une commission de normalisation, une CN, qui va être le miroir d'un TC, Technical Committee, à l'échelle européenne et à l'échelle internationale. Et puis ces Technical Committees vont chacun être constitués de working group. Alors je vous ai mis quelques bannières quand même, je vous parlais tout à l'heure de géopolitique. On est dans ça aussi, parce que les pays se mobilisent, ont des industries à défendre, ont des leads à prendre, accessoirement nous aussi. Donc là, il ne vous échappera pas que ce sont les pays nordiques qui sont aux avant-postes, rien de nouveau sous le soleil ma foi, mais on n'a pas à rougir. La France est également très bien mobilisée. Et alors, tout ça passe naturellement par un souci de suivi, alors pas toujours facile à faire parce que vous avez des fois des coups en douce, des fois des coups déclarés, des fois des jeux d'alliance à opérer. Donc voilà, souvenez-vous cette logique transverse de miroir qui est la mode opératoire de la normalisation. Donc faire une norme, c'est faire des inputs dans une norme européenne et dans une norme ISO, si tant est qu'il y a un trou dans la raquette, évidemment dans une norme NF. Si maintenant on regarde un tout petit peu plus près le comité technique dont la commission de normalisation est le miroir, alors d'emblée vous verrez on est dans des choses évidemment très techniques. Alors, je ne vais pas vous énumérer l'ensemble des projets, mais vous avez des mots-clés, méthode d'essai, échantillonnage, sécurité, caractéristiques. Donc les normes sont de solides outils de contenu technique détaillées, exhaustives. Alors parfois il peut manquer des choses, parfois on les révise, parfois on s'y prend à 2-3 fois pour avoir un consensus. Ça c'est aussi un mot-clé que je voulais mettre en avant. Pour faire une norme et mettre du contenu dans ce pot commun, étape par étape,
on avance par consensus. Alors parfois, vous allez être très heureux parce que le consensus sera large et vous ferez des pas importants vers des documents très solides, très complets. Et puis parfois, ma foi, le consensus pourra être peut-être réduit à un dénominateur commun plus petit. Qu'importe, c'est une première étape, c'est un premier livrable, c'est un premier signe pour le marché. Après, on remet tout ça à l'ouvrage et on travaille sur des révisions ou des amendements. Donc, je vous ai mis quelques normes clés avec quelques produits clés. Vous reconnaîtrez vos plaquettes de bois, vos briquettes, vos granulés, vos pelettes, etc., etc. Tout ça fait partie de ce comité technique dont nous sommes le miroir. Et ça, c'est son tronc, j'allais dire commun, de base historique. Aujourd'hui, et c'est l'objet effectivement de tout ce qui est activé, notamment au club où tu participes, Dominique, aujourd'hui, ce comité technique s'élargit aux enjeux du biochar. Donc on est sur quelque chose, je ne vais pas vous revanter les mérites du biochar, vous les connaissez, mais tous ces nouveaux marchés, eh bien, ma foi, quand on se projette vers leur concrétisation, ça passe nécessairement par un balisage normatif, ça passe forcément par l'élaboration d'un socle de contenu, de caractérisation qui, dans ces normes, eh bien, va être structurant. Alors, je le mettais dans la flèche rouge centrale, c'est quelque chose qui a été insufflé à l'échelle européenne et française. Cocorico, faut bien reconnaître que là on s'est mobilisé quand il a fallu pour jouer des coups dossier et faire en sorte que ça puisse faire son petit bout de chemin. C'est un travail normatif qui n'est pas parachuté, c'est ce que je veux vous dire, et on est dans des efforts de concertation parfois, d'évaluation de la maturité, de la faisabilité de ces travaux, et tout ça a conduit, alors c'est pas pour vous le relire, mais ça vous permet d'avoir un scope ici, donc un scope élargi, un domaine d'application du TC qui a été revu de sorte à ce que le biochar soit intégré. Toute petite précision, on peut parfois être à la frontière avec d'autres comités techniques. Donc voilà, il faut aussi s'entendre. Qu'est-ce qui est légitimement dans notre sphère d'activité? Qu'est-ce qui est légitimement dans la sphère d'activité d'autres comités techniques? Voilà aussi les enjeux de cette concertation. Et si on regarde finalement la proposition normative qui est faite en vue de l'intégration du biochar, alors tu évoquais tout à l'heure la terminologie, Dominique, cruciale, capitale. On imagine mal entamer des travaux si on ne s'entend pas sur les termes. Alors en français, imagine, et en anglais. Donc on a cet effort de base qui est aujourd'hui en discussion dans le TC. On a ensuite toute une création attendue de normes sur le biochar. Et on va commencer d'abord par les attributs produits portés par la France, et puis ensuite des focus usage et applications qui sont en l'occurrence portés par l'Allemagne. On ne néglige pas non plus, bien entendu, la sécurité, avec toutes les problématiques qui peuvent exister autour de l'autocombustion. Donc ça, ce sont des enjeux cruciaux. Donc le soutien à l'approche portée par la France est nécessaire. On compte sur vous. Même mentalement ou spirituellement, c'est nécessaire. On doit avancer, on doit pouvoir frayer notre chemin à cette échelle internationale. La partie terminologie est critique. C'est quelque chose qui est un point pivot et d'inflexion. Donc voilà, le warning que je mets à l'attention de tout le monde ici, il porte précisément sur cette bascule dans ces nouveaux travaux normatifs sur le biochar. Vraiment, vraiment la nécessité impérieuse que la filière soit dans le coup, suive les travaux, nous challenge, vienne nous voir, nous alimente, nous interroge. On est le tour de table là pour être en résonance avec vous. Si on regarde plus particulièrement l'approche qui est portée de notre côté, bon, je ne vais pas me risquer dans une introspection trop technique. Éventuellement, Dominique ou Mathieu aussi, Campard, qui est dans la salle, vous pourrez réagir. Notre intention est donc de définir des attributs produits, ce qui est pour nous la pierre angulaire en amont avant toute caractérisation ou toute spécification d'une application ou d'un usage. On est dans une logique donc de classification chapeau. Alors material based, je ne sais pas très bien comment vous traduire tout ça en français, mais je te laisserai t'y risquer, Dominique, tout à l'heure.
évidemment, la finalité, on est bien d'accord, c'est que, et je rebondis sur ce que tout à l'heure était évoqué par rapport au marché, il faut bien que les vendeurs, les acheteurs, les fabricants, tout cet univers-là d'acteurs sur le terrain concrètement s'entendent, s'alignent, puissent parler le même langage. Donc sur la base de ce projet, de cette norme, d'attributs produits, eh bien, on souhaite pouvoir créer une sorte de carte d'identité des produits biochar. Bon, à partir de là, évidemment, les usages qui se feront derrière, ça, c'est d'autres normes, ce sera d'autres choses, d'autres étapes, tout aussi cruciales, ma foi. Donc, même si nous ne sommes pas porteurs de ces autres projets de normalisation, on va les suivre très attentivement. Et puis, ma foi, bon, là, je ne vais pas forcément paraphraser, je vous laisse explorer les mots-clés qu'il peut y avoir. Retenez, si j'en sélectionne quelques-uns, donc la norme est un gage de maîtrise d'une technologie, que la norme sert l'innovation et le progrès, que la normalisation donc œuvre à préserver et promouvoir des expertises et des savoir-faire nationaux, bien sûr, que la norme permet d'anticiper, on revient au marché, les exigences d'un marché. Et puis pour le reste, je vous laisse nous solliciter, Dominique, moi, Mathieu Campargue et puis les autres collègues qui ont des stands ici, qui sont dans le tour de table. Donc à votre écoute au-delà de cette conférence. Merci beaucoup. Merci Frédéric. Avant de passer la parole à Caroline, je voulais juste peut-être remarquer quelque chose qui est pas intéressant à souligner. On parlait tout à l'heure de la révision un peu de la façon de concevoir et d'exploiter le carbone biogénique dans le futur. Et c'est quand même étonnant que ce soit le TC des biocombustibles qui brûlait donc toute biomasse, toute confondue, sans aucun ménage, qui finalement a perçu l'intérêt de s'intéresser aux produits issus de la pyrolyse et a pris le lead finalement naturel sur ce que devait être une normalisation adaptée aux produits pyrogéniques. Je trouve que le clin d'œil est intéressant et en tout cas présage exactement de ce qu'on essaie de se dire, c'est-à-dire que le carbone de la biomasse n'est pas qu'une source de combustible, c'est bien d'autres choses. Et c'est ça qu'il faut qu'on apprenne à piloter et industrialiser demain. Merci Frédéric. Alors Caroline, elle va nous parler évidemment de la COP carbone de la ville de Paris, mais il faut vous avouer que c'est une experte du biochar. Donc elle a un biais très très fort sur le sujet. Simplement, vous avez entendu parler du crédit carbone. Je ferai des autographes à la fin si vous voulez. Vous avez entendu parler du crédit carbone. Là, on va vous projeter un tout petit peu plus loin. Le crédit carbone d'un biochar est lié à sa production, à sa nature. Ce qu'on va vous expliquer maintenant, et Caroline va le faire très bien, c'est comment l'usage de ce biochar dans la vraie vie va générer d'autres bénéfices climat, d'autres bénéfices gaz à effet de serre, sur lesquels d'autres crédits carbone ou d'autres labels carbone peuvent s'ajouter. C'est assez compliqué, désolé, mais Caroline va nous le résumer très très bien. Merci. Oui, alors c'est un exemple, merci. C'est un exemple concret qui rebondit un petit peu sur plusieurs freins qui ont été évoqués, à savoir notamment la connaissance, la massification possible. Donc pour repositionner les choses, la coopérative Carbone Paris et Métropole, on est un acteur de décarbonation et d'adaptation du territoire au changement climatique. Et alors évidemment, la région parisienne, en termes de territoire, on est sur un territoire urbain avec des thématiques qui sont extrêmement spécifiques, sachant que à peu près 80% de la population vit en zone urbaine. Voilà, il y a un véritable enjeu, autant au niveau environnemental qu'au niveau de la population. C'est comme ça qu'on bouge. Donc la coopérative carbone travaille donc l'adaptation urbaine au changement climatique avec une identification des leviers et des capacités d'action des territoires pour les rendre plus résilients. Et la première action qu'on a menée, c'est sur la végétalisation urbaine. Et alors, bon, on va défoncer un petit peu des portes ouvertes, mais il est bon de le rappeler, l'urbanité, la ville, n'est pas forcément the place to be pour les végétaux à l'heure actuelle, pour beaucoup de raisons. Déjà, il y a la nature des sols, c'est là où il y a évidemment des points de rencontre avec le biochar. On a des sols compacts, on a des sols
pollués par le passé et des sols pollués chaque jour un petit peu plus par le présent. On a des problèmes d'eau, on a des problèmes, et du coup tout ça amène finalement un gros frein à la croissance végétale, une grosse mortalité des plants, une difficulté du coup à végétaliser ces zones qui en ont cruellement besoin parce qu'elles sont extrêmement minérales. Alors en bout de course, qu'est-ce qu'on a ? On a des arbres quand même quand on plante en ville, mais une forte mortalité, je l'ai déjà dit, et surtout des arbres assez chétifs, ou en tout cas avec une santé végétale qui est pas optimale. Donc le biochar, vous le savez tous ici, je pense, est issu de la pyrolyse de biomasse, et donc il y a un premier avantage environnemental qui est dans sa production. Quand vous rentrez une matière première, vous sortez du biochar, le carbone de cette matière première est stabilisé, c'est les crédits carbone, voilà, qu'il y a beaucoup d'intervenants qui sont là-dessus. Ce dont je vais vous parler, c'est d'autres choses, c'est le bénéfice des usages. Alors les bénéfices des usages, si on prend l'exemple de la métropole urbaine, en l'occurrence de Paris, mais dans n'importe quelle ville, il va y en avoir beaucoup. Il y a l'amélioration de la croissance des végétaux, déjà, et puis une meilleure reprise, donc une réduction de la mortalité des végétaux. Le biochar, sans rentrer dans de la technique, attire les polluants. Ça ne dépollue pas un sol, mais il séquestre les polluants dans ses matrices, et donc ça permet au végétal de moins souffrir de la toxicité de ces sols. Ensuite, le biochar a un impact sur l'eau à plusieurs niveaux, sa purification, son stockage et son relargage à la demande un petit peu de l'écosystème qu'il y aura autour de l'arbre. Ce qui nous amène au sujet de la biodiversité. Le biochar est un soutien à la biodiversité bactérienne, mycorhizienne, végétale. Ensuite, on arrive aux insectes, et il y a beaucoup de choses qui partent des insectes. Donc voilà, par effet domino, le biochar a un effet important sur la biodiversité urbaine. Et ensuite, au fil de l'eau, si j'oserais dire, sur la séquestration des polluants, je l'ai déjà dit, passé, donc les polluants métalliques, mais aussi les polluants qu'on continue d'amener jour après jour, notamment avec la circulation, et qui attaquent ce milieu végétal. Donc pourquoi on ferait ça ? C'est pas uniquement par désir absolu d'avoir une nouvelle norme, désolé, un nouveau label ou des nouveaux critères. Non, il y a une utilité pratique à ça. Un des freins importants à la massification du biochar, c'est son prix. Aujourd'hui, voilà, on a une société publique qui est, je pense avoir déjà entendu le mot dette traîner quelque part. Une société privée qui, voilà, n'est pas forcément toujours à la fête non plus. Et donc, il y a un problème de prix, il y a un problème de valeur. On va plonger dans un tout autre monde pendant 2-3 minutes. On va sortir du biochar et je vais vous parler de la CSRD, donc les directives pour les entreprises, les directives de reporting extra-environnementaux. Donc finalement, c'est une grille de leur impact environnementaux et sociaux qui devient de plus en plus obligatoire. Je bégaye un petit peu parce que on vit en ce moment à l'échelle européenne quelques tergiversations par rapport à la CSRD qui était censée être obligatoire pour tous les ETI à partir de janvier. Là, on a un petit doute, mais globalement, le sens de l'histoire et le sens de la société va vers une demande de la société civile et des entreprises à ce qu'elle soit claire, transparente et qu'elle soit totalement limpide sur leurs impacts positifs ou négatifs. Et donc, ces impacts positifs du biochar sont une opportunité pour le biochar, mais aussi une opportunité pour l'entreprise, parce que ces impacts sont tellement importants qu'il y a un intérêt pour l'entreprise à financer en partie, ou tout, ça reste à voir. Pour le moment, c'est une initiative qui est récente, qui est en cours de réflexion, c'est un work in progress, pour que les entreprises donc prennent en charge le biochar utilisé dans des projets spécifiques, notamment en l'espèce de ce que je suis en train de travailler sur des projets urbains, pour qu'il y ait finalement un partage du poids financier du biochar entre ceux qui vont bénéficier de l'impact carbone, les tonnes carbone, l'acheteur,
ça peut être l'agriculteur, ça peut être le territoire urbain, et l'entreprise qui va venir subventionner ce biochar pour pouvoir le mettre dans ses reportings extra-financiers. Voilà, donc on l'a évoqué, il y a plusieurs freins actuels qui sont effectivement l'identification à la fois des biochars et des impacts positifs, mais aussi le prix, la matière première. Donc il y a un véritable travail de concertation et de mise en lien des différentes sphères, que ce soit la sphère agricole, la sphère publique, la sphère privée, pour aller tous ensemble finalement dans une même direction. Et donc la coopérative carbone, par le biais de son rôle sur l'adaptation au changement climatique et des différentes méthodologies ou grilles de reporting qu'elle a déjà faites pour la végétalisation urbaine, propose au monde du biochar, je le fais aujourd'hui, bonjour, de faire un travail conjoint pour établir des grilles de reporting qui soient spécifiques pour les entreprises afin qu'elles puissent payer le biochar que les producteurs souhaitent vendre. Je m'adresse du coup au groupe Bordé et à Terra Fertilis. Voilà, donc il y a une condition essentielle pour pouvoir le faire, c'est de pouvoir apporter des métriques claires sur différents pôles. Il y a la reprise végétale. Il y a la biodiversité, il y a l'eau et il y a aussi la santé humaine, parce que c'est quelque chose où il y a déjà beaucoup d'études qui existent. Mettre du biochar dans le milieu urbain sur des sols pollués permet de limiter les polluants métalliques dans les poussières, et dans ces poussières, ça finit dans nos poumons. Donc voilà, il y a des impacts sociaux et environnementaux qui sont, à notre sens, à la coopérative carbone, très puissants pour des potentiels financeurs privés. Voilà. Merci beaucoup, Caroline. Après, en tout cas, cet intérêt que les coopératives portent au sujet biochar, et effectivement, après le témoignage de nos différents intervenants, à la fois des producteurs, du gouvernement, l'accompagnement de l'ADEME, sur le sujet normalisation également l'AFNOR, on souhaitait en tout cas vous faire un état des lieux du développement de cette filière, de la structuration. Tout à l'heure, Frédéric a évoqué la structuration du marché. Donc, il y a une structuration de la filière biochar en ce moment en France. On remercie en tout cas les acteurs qui travaillent, c'est vrai. Tout à l'heure, justement, Dominique l'a évoqué. C'est souvent, en tout cas en ce moment, c'est le secteur privé qui porte le sujet. C'est le secteur privé qui fait de la pédagogie. Et on attend justement un peu plus d'implication, en tout cas au niveau de l'État et au niveau aussi de tout ce qui est acteurs scientifiques. Pour travailler et pour clarifier un petit peu le sujet. Donc, on passe un petit peu à la session des questions. Donc, si vous avez une question, merci de lever la main, s'il vous plaît. Je vous ramène un micro. Si c'est une question pour une personne dédiée, n'hésitez pas à préciser. Non. Bonjour, je prends en cours la session, là, je suis désolé. Donc je vais peut-être poser une question où il y a peut-être eu la réponse. Depuis que je suis arrivé sur le salon, j'apprends ce que peut être le biochar. Donc je représente un groupement d'agriculteurs. Donc groupement, ça veut dire qu'on essaye d'être autonome dans nos conditions de travail et aussi pour subvenir à nos besoins de production, quoi. Donc on est un peu présent sur le monde de la production végétale, sur comment exploiter les ressources aussi de nos déchets liés à nos productions végétales. Dans le végétal aussi, on a le monde du bois. Et donc on a quelques déchets et on a pensé aussi aux ressources des biomasses. Alors je sors des ressources biomasse qu'on peut voir en grande, mais simplement autour de la ressource végétale. Et notamment, on s'est tourné sur le bienfait des cendres issues des chaudières. Alors, autour des cendres, ça nous intéresse parce qu'il y a une richesse de la potasse, des choses comme ça. Et là, on a besoin d'aller vers un peu des laboratoires pour répondre à des besoins d'analyse et tout. Je ne sais pas si le biochar aussi peut
peut être une dérivée, mais pour moi, ce que j'ai pu voir, le biochar, il n'est pas très présent en France. Oui, en effet. C'est un bon résumé. Oui. Donc les circuits courts, comment aujourd'hui on parle de circuits courts en agriculture, quoi. Donc on représente quand même à peu près pas loin de presque 3000 hectares d'exploitation. Je me vois mal aller commander un produit qui est, c'est pas qu'on veut pas, mais qui n'est pas qui est hors de nos frontières, et comment on va intégrer tout, voilà, ces conséquences, quoi. Je rebondis juste rapidement. Nous avons des producteurs avec nous, donc il y a aussi un produit français, un biochar français. Voilà. Alors là, du coup, j'irai voir madame, là. Voilà, les deux dames là. Non, mais pour compléter, effectivement, très bonne remarque, c'est une question de poule et d'œuf. C'est-à-dire que sans produit, il n'y a pas de marché, mais sans marché, il n'y aura jamais de produit. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, la démarche de certains d'entre nous, c'est de produire du biochar là où c'est possible. Alors heureusement, il y a quelques productions françaises, mais il y a surtout une production en dehors de France. Et donc l'idée, c'est comment on peut s'appuyer sur cette production qui est là, française ou pas française, mais en tout cas qui est propre à être réincorporée dans le territoire français, pour encourager ce que vous dites, c'est-à-dire encourager à la fois l'intérêt qu'on porte vis-à-vis du biochar, le monde agricole, mais pas que, et ensuite construire la filière. Et vous avez raison, c'est avec des résidus de biomasse qu'on fait du biochar, donc toute pertinence sur la volonté de dériver peut-être des usages sur des résidus actuels. On parlait tout à l'heure des ceps de vigne qu'on brûle. Bon, il y a un tas de choses qu'on maltraite, qu'on ne valorise pas forcément comme il le faut, et probablement pas dans la logique qui est la nôtre maintenant, qui est d'encourager plutôt des actions positives pour le climat, et notamment la conservation du carbone en fait partie. Donc repenser la manière dont on gère les résidus peut redonner évidemment des chances à la filière de tout simplement de s'implémenter avec une logique locale. Ce qui serait idéal pratiquement, c'est qu'on ait un pyrolyseur par région ou plusieurs pyrolyseurs par région demain pour fournir à partir des résidus locaux le biochar que des acteurs comme vous pourront consommer. C'est la logique, mais on n'y est pas. Donc pour l'instant, il faut passer par ce qu'on a, c'est-à-dire des entreprises, des entrepreneurs, des grands groupes qui voient les choses un peu plus grands, mais ailleurs, parce que c'est compliqué en France, et malgré tout, on va y arriver, on va progresser. Alors, une donne aussi importante, c'est-à-dire que donc on est, comment je veux dire, dans le conventionnement de l'agriculture biologique, nous. Est-ce que dans vos projets, vous adhérez aussi, vous pensez à ces conventionnements et à être attaché à ces conventionnements et ces obligations que l'on peut avoir en tant que producteur, quoi. Il y a peut-être Dominique ou Charlotte qui peut rebondir. Tout à l'heure, il y avait Oui, notre biochar est utilisable en agriculture biologique. Et nous, d'autant plus chez Bordet, qu'on a une partie de notre production qui est certifiée bio, notamment, là je parle pour les utilisations au niveau des utilisations dans les sols, mais aussi là où vous avez des animaux, parce que pour le biochar, en tout cas pour la nutrition animale, doit être certifié bio. Pour une utilisation en champ dans les sols, il faut avoir, en l'occurrence, et Terra Fertilis et Bordet, on est tous les deux certifiés EBC agro-organique, donc on est utilisable en utilisation biologique dans les sols. Merci. Est-ce qu'il y aurait une deuxième question? Dernière petite question. Vos études, on peut les retrouver facilement, ou comment on peut se rattacher auprès de vous? Si vous voulez, on se voit juste après. Ok, merci. Merci. J'aimerais bien reprendre monsieur là par rapport à cette question. J'ai une grande habitude de l'agriculture. J'ai travaillé pendant des années en drainage agricole. Le drainage agricole, ça peut sembler pas en rapport avec le biochar, mais disons, je suis dans une région où c'était très contesté le drainage. Et avant de pouvoir drainer dans l'air et l'eau, il a fallu que Louis de Broglie, qui était prix Nobel de physique, fasse une énorme étude par l'INRA avec des projets pilotes qui ont duré 10 ans sur l'opportunité de drainage, avec toutes sortes de paramètres de drainage, les écartements des drains, les profondeurs, les plans d'engraissement, des plans d'assolement, et tout était incorporé.
et ça finit par autoriser le drainage dans le secteur, sur les sols qui ont été bien cartographiés. Alors pour le biochar, les études du biochar, ils prouvent dans le monde, dans les climats différents, les sols différents, avec des plans d'engraissement différents et des cultures différentes, que par exemple chez moi dans mon jardin, j'ai appliqué du biochar, ça ne fait rien. Parce que mon sol, le taux de matière organique est de 5% comme dans les herbages. Sur les terres en blé, en maïs, et d'autres cash crops, le taux de matière organique il descend de 2,3%. Ça veut dire qu'il faut ajouter tous les ans de plus en plus d'engrais pour les mêmes récoltes. Ça veut dire que le biochar peut être utile. Avant de l'appliquer, il faut faire une étude du sol détaillée. Avoir le plan d'engraissement, il faut avoir le plan d'assolement et tous les autres paramètres pour savoir quel genre de biochar utiliser, à quel dosage et tout. Ça a été bien étudié. Malheureusement, ça n'a pas été documenté encore dans une seule publication. Mais oui, il y a besoin, il y a une dette de carbone biologique dans les sols, dans le monde développé et aussi dans le tiers-monde, qu'il faut adresser comme le problème de séquestration de carbone. Il faut augmenter le carbone dans les sols, mais il faut que ça soit fait dans les normes. Et pour l'instant, ça n'a pas été réglementé, comme ça a été réglementé spécifiquement localement pour le drainage, par les études très approfondies. J'espère que ça... Non? Mais merci. Ça va répondre à la question, j'espère. En tout cas, je pense que vous apportez un point majeur, c'est que un biochar, c'est pas magique. Ça n'agit que s'il y a quelque chose à compenser, quelque chose à réguler, quelque chose à améliorer quelque part. Et je crois que le point de monsieur est tout à fait juste. Il faut voir le biochar comme quelque chose qui permet de corriger quelque chose qui ne va plus bien. Le stress hydrique, par exemple, ou d'autres. Et je pense que vous avez raison. Une question peut-être, j'avais envie de poser, permettez-moi, à Dominique, notamment sur justement ces marchés très différents que vous adressez entre les marchés de municipalité et les marchés agricoles. Vous avez affaire à des gens très différents, de cultures très différentes. Comment vous articulez votre marketing par rapport à ces deux types de populations? Comment ils réagissent de votre point de vue par rapport aux produits? Est-ce qu'il y en a un qui est plus facile à convaincre que l'autre? Comment ça marche? Comme je vous le disais tout à l'heure, en fait, il y en a certains qui ce sont des initiés, comme on disait, donc qui vont aller chercher l'information à la base, qui sont curieux, puis aujourd'hui, il faut dire quand même que le biochar, on en parle plus. Donc, mais non, il y a un gros travail d'éducation. Il faut faire beaucoup de pédagogie. Nous, la force de Terra Fertilis, c'est qu'on a une équipe interne dédiée aux clients. Ça revient un petit peu à ce qu'a dit monsieur. On ne peut pas mettre n'importe quelle quantité de biochar dans un sol, pas n'importe où. On parle des fois d'une tonne hectare, de 150 kg, enfin, etc. Nous, on a un ingénieur agro à l'interne on accompagne vraiment le client et également les professionnels. Donc on calcule avec eux, on fait des analyses de sol aussi si besoin. On va sur place, on les écoute. Donc effectivement, il y a toute une pédagogie, toute une formation. Mais il y a aujourd'hui encore un gros travail de prospection, bien sûr, et de formation, d'éducation. Je voulais peut-être en profiter pour illustrer ce qu'on dit tous en fait. C'est comment utiliser le biochar en fait. Il y a le mode d'emploi qui manque un peu aujourd'hui. Et je voulais juste me souvenir je ne vais pas la citer précisément parce que je ne veux pas faire de tort, mais il y a une publication récente là, qui tourne dans les posts de LinkedIn qui montre qu'un usage par exemple de biochar en viticulture n'avait pas donné les résultats escomptés. Et que voilà, le résultat était mi-figue, mi-raisin pour reprendre le titre du chapitre. Et en fait, quand on regarde précisément comment ils ont appliqué le biochar, en l'épandant sur une viticulture déjà en place. C'est pas du tout comme ça que ça fonctionne. Le biochar, c'est quelque chose qu'il faut mettre dès le début de l'installation du sol pour lui donner toutes ses propriétés. En Californie, par exemple, ils plantent des vignes aujourd'hui de façon pratiquement systématique avec un biochar en place. Donc en fait, le biochar, monsieur, il ne faut pas le voir comme quelque chose qu'on ajoute tous les ans, comme vous avez l'habitude de le faire avec d'autres produits. C'est quelque chose qui permet de structurer le sol, de le mettre à un niveau où il n'est pas, et de lui donner des propriétés dont l'effet va se ressentir pendant
certains disent 10 ans, peut-être davantage. Et donc c'est cette logique-là qu'il faut qu'on arrive à faire passer chez les utilisateurs. Mais ça, c'est un point majeur. D'autres questions ? Oui, alors justement, très concrètement, en fait, qu'est-ce que ça apporte à un sol agricole? Quand vous dites structuré, donc une meilleure rétention en eau, mais est-ce qu'il y a aussi des apports fertilisants? Est-ce que vous pouvez détailler, mais très précis là-dessus, s'il vous plaît? Je ne suis peut-être pas le plus agronome de la bande. Là, peut-être Dominique rajoutera ou Charlotte, je ne sais pas. Mais en tout cas, retenez que effectivement, et c'est la complexité du biochar, c'est qu'il a une dizaine de propriétés très différentes qui agissent à un moment ou à un autre sur effectivement l'efficacité d'un sol. C'est-à-dire la capacité d'échangement, la capacité à retenir l'eau, la capacité à créer du lien entre différentes espèces microbiennes. Je ne sais pas si vous connaissez le DIOT, Direct Interspecies Electronic Transfer. Ça, c'est quelque chose qui est typique des relations écosystémiques de la microbiologie dans n'importe quoi. C'est vrai dans un digesteur anaérobie, c'est vrai dans un compost, c'est vrai dans un sol. Et ça, effectivement, le biochar, qui est un élément conductif, c'est du carbone, mais conductif, participe à ça. Et donc, il crée à la fois un écosystème, à la fois le gîte et le couvert, comme on dit souvent aux microbes. Et en fait, c'est la structuration de toutes ces conditions, et je peux vous en lister plusieurs, mais déjà celle-là, par rapport à la microbiologie du sol, qui va créer le microbiote, qui va être ensuite permettre effectivement à donner la richesse et la performance d'un sol. Un sol, contrairement à ce qu'on pense, c'est pas sa teneur en minéral et c'est pas sa teneur en matière qui compte, c'est sa vie. On dit toujours, je crois que c'est un agronome qui disait ça, il y a autant de vie dans une cuillère à café de sol que d'humains sur l'humanité, enfin sur la planète. Donc c'est la vitalité du sol, la biodiversité, ça a été dit plusieurs fois, qui fait la richesse du sol. Alors, il faut de la fertilité, ce que n'apporte absolument pas du tout le biochar, mais la fertilité associée aux bonnes conditions d'un sol vivant, actif, c'est ça que effectivement le biochar permet de remonter. Peut-être vous voulez ajouter autre chose? Rien à ajouter, c'est parfait. Je rebondis Je suis un juste, bon agronome alors. Voilà, je rebondis juste. En tout cas, il y a tout à l'heure l'étude Calichar que Dominique et que l'ADEME justement a menée dans le cadre de l'appel à projet Graines, qui justement évoque les bienfaits du biochar. Et c'est une étude, il y a quand même des caractéristiques, et explique justement qu'est-ce que ça peut apporter ou pas, justement, via un retour au sol. Et je rappelle qu'il y a différents usages de biochar. Là, on a fait un petit focus là sur le retour au sol via les questions qui ont été posées. Mais il y a d'autres usages du biochar, notamment tout à l'heure, Céline l'évoquait pour la nutrition animale. Et du coup, il faut justement voir ce produit en fonction du besoin et en fonction justement de l'intérêt. Et le biochar, on n'en a pas besoin pour tous les sols. Donc, il faut retenir aussi ça. Je pense qu'il y avait peut-être une dernière question. Je voulais juste... Vas-y, Caroline, ça marche. Je voulais juste ajouter par rapport du coup effectivement à cette vision de la clarification des usages. Vous pouvez aussi penser le biochar sur la manière dont vous parliez au niveau de la Chambre d'agriculture, dans la manière dont il va être apporté en cascade. C'est-à-dire que concrètement, je m'étais intéressée pas mal au mélange en phase précoce du biochar avec du compost. On voit qu'il y a des bénéfices justement pour les entreprises et pour la collectivité, du coup pour la société, qui sont importants, réduction du protoxyde d'azote, donc en termes de pollution. Mais ensuite, ça donne la possibilité à votre biochar, qui à la base est une matrice de carbone qui est neutre en termes de fertilisants, de se charger de manière extrêmement riche. Parce que la matière va se détériorer d'une part grâce au vide que le biochar apporte et à tout l'espace, voilà, aux microbes, aux bactéries, aux micro-organismes qui s'y développent, et donc va permettre d'absorber finalement les fertilisants qui vont être ensuite redistribués à la demande racinaire. Si vous cherchez par exemple Slow Release Fertilizer avec biochar, donc fertilisant relargage lent. Il y a beaucoup d'études qui existent là-dessus et qui vont en ce sens pour le milieu agricole. Merci Caroline pour le complément. Une dernière question. Oui, bonjour, rapidement. Philippe, je fais du machine learning dans le biogaz, donc pardonnez mon ignorance du sujet. Je me demandais simplement, j'entends partout que le biochar, c'est cher. J'aurais été curieux de connaître ce qui tirait les coûts vers le haut, et si on les connaissait, quels étaient les leviers pour les faire baisser, ou qu'est-ce qu'on peut imaginer dans les années qui viennent.
répondre à la question. De façon très générique, hein, donc ça n'engage pas Suez, hein, c'est juste ma perception du marché très très large. L'un des principaux coûts est souvent la matière première, hein, puisqu'il faut 3 tonnes de matière sèche pour faire une tonne de biochar. Vous comprenez bien que si la matière première coûte cher, le biochar risque de coûter un peu cher. Évidemment, au deuxième poste, c'est le CAPEX. Hein, c'est quand même des installations industrielles. On manipule du gaz, on manipule des produits à haute température. La pyrolyse, ça se fait entre 400 et 600 degrés, 650 degrés, selon ce que vous voulez faire comme biochar. Donc ce sont des CAPEX qui ne peuvent pas être faits en PVC ou en plastique, donc c'est des choses un peu complexes, mais sur lesquelles, là aussi, je crois qu'il y a une pléthore de technologies qui arrivent aujourd'hui sur le marché, qui vont forcément passer à l'état industriel et vont justement s'améliorer et devenir de plus en plus performantes. On entend des coûts de production de ces machines qui vont effectivement être beaucoup plus efficaces demain que maintenant. Après, il y a l'OPEX, c'est-à-dire l'exploitation, le coût d'exploitation, qui n'est pas forcément le plus évident, le plus cher, parce que ce sont des machines, surtout à grande échelle, qui sont exploitées de manière très, très lean et avec beaucoup d'automatisme. Peut-être demain du machine learning. En tout cas, le data est collecté sur ces installations, donc on pourra en faire quelque chose. Vous avez compris que le modèle est complexe, hein, puisque de matières premières différentes, de paramètres de process différents, avec une même technologie, on peut aboutir à des produits très différents qui vont générer des quantités d'énergie différentes, des crédits carbone différents avec une valeur de produit différente. Donc vous pouvez imaginer, là je pense que j'ai sollicité votre imagination de mathématicien. Donc on voit que tous ces éléments-là vont conduire à ce que, effectivement. Et puis dernier élément, c'est la masse. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, beaucoup des installations qu'on connaît en Europe sont des petites installations qui produisent 100 tonnes, 200 tonnes, 500 tonnes de biochar par an. Il est évident que si on veut créer aussi une économie durable, il faut probablement qu'on augmente un peu la taille de ces installations pour avoir l'économie d'échelle classique. Voilà. Donc les prix qu'on connaît aujourd'hui ne sont probablement pas les prix qui seront pratiqués dans 4 ou 5 ans, c'est évident. Maintenant, il faut commencer. Merci à toutes et à tous. On arrive à la fin de cette table ronde et n'hésitez pas à rejoindre en tout cas notre groupe de travail pour apprendre un peu plus sur le biochar et sur les usages et le développement de cette filière en France. Merci encore à nos différents intervenants.